Je commence à répondre à la provocation. Amicale, bien évidemment. J'ai bien mis le mot en blanc parce que je ne crois pas au sang. Donc la révolution, pour moi, c'est toute mutation et tout changement. Donc c'est plutôt évolution. J'ai employé le terme révolution parce qu'on était dans un temps de révolution, donc ça c'est un. Et quand on parle de révolution, quand j'ai décidé d'employer ce terme, c'est pour vraiment insister sur la grande différence à mes yeux que le passage à une décentralisation administrative pourrait donner aux citoyens. Donc voilà, c'était la dimension du changement qui a fait que j'ai employé révolution et non pas évolution. Maintenant, pour revenir à votre question, Randa. Donc vous avez dit gouverner et mosaïque. Donc généralement, on pense que c'est impossible. En fait, rien n'est impossible. À mes yeux, il y a deux niveaux de gouvernance. Il y a la gouvernance politique, qui est plutôt constitutionnelle, qui vient en général donner une forme à l'État. Donc cette forme-là, c'était la formule libanaise, donc en 1945. C'était un compromis politique entre les arabisants qui voulaient la Grande Syrie et les autres qui voulaient un Liban indépendant en refusant bien évidemment la colonisation française. Et ce compromis politique a consacré effectivement la forme de l'État du Liban, cette démocratie rare qui n'existe nulle part ailleurs dans la région, c'est toujours le cas d'ailleurs. Et donc je distingue ce niveau de gouvernance avec un autre niveau qui est plutôt administratif, qui a un autre objectif, moins philosophique, plutôt conjoncturel, et qui touche au quotidien des Libanais. Et c'est effectivement le droit administratif et al-manzoum et al-idari. Il faut rappeler que la formule libanaise a institué la Première République et qui a été influencée par le jacobinisme à la française. Parce qu'on a hérité tout cela des Français. Et le jacobinisme, qui dit jacobinisme, dit centralité de pouvoir, dit centralisation. Sauf qu'à l'époque, on vivait dans un régime présidentiel où la tête de pyramide avait le pouvoir de changer les choses. Je donne toujours l'exemple d'une centaine de décrets-lois que Amin Jmaïl avait promulgués en une semaine. Je pense plutôt aussi à l'expérience chihabiste, là où l'aménagement territorial a été possible en quelques années. Donc, tête de pyramide, régime présidentiel avec centralité de pouvoir n'était pas si mal. Le grand problème est venu après, je pense qu'on va élaborer tout cela plus tard. Donc, pour finir, le Libanais a la chance de vivre dans une belle formule qui englobe toutes les différences culturelles. On a 18 communautés. Il est temps aujourd'hui de trouver le mode de gouvernance adéquat pour un quotidien digne de ce mot. 19. Et voilà. La deuxième partie de la révolution institutionnelle au Liban poursuit l'exploration historique. Les accords de Taïf énoncent la décentralisation administrative pour garantir l'équité et la redistribution des ressources. Hekmat Abou Zeid, en quoi la paix imposée par cette situation de fait consacre-t-elle l'assise de l'oligarchie politico-financière ? Exactement. Cette question complète la première. Quand on est passé à la Deuxième République, on a affaibli les compétences du président. Pour certains, c'était une conséquence d'un diagnostic de guerre, en fin de compte, à la fin des années 80. Et on a dû éparpiller ces compétences en 3 présidents. Certains journalistes et analystes ont parlé de Troïka. Donc c'est le establishment de 3 présidents. Bien évidemment, la Troïka a consacré conflit d'intérêts, détournement de fonds et clientélisme. Parce qu'au lieu de renforcer la gouvernance,
au service de l'homme et du citoyen. On a accédé à ce qu'on appelle en arabe al-muhassasa, le répartitionnisme, parce qu'on a créé une confrontation entre présidents sans pour autant mettre l'accent sur la qualité de gouvernance. C'est exactement cela qui a créé ce qu'on vient de voir aujourd'hui en tant que Libanais, une décadence, une dégradation à tous les niveaux, monétaires, économiques, etc. Je propose la décentralisation car au niveau de la mécanique physique des pouvoirs, je disais avant que avec un président monarque ou un régime présidentiel, la centralité de pouvoir était possible. Sauf qu'avec une troïka, on ne pouvait plus garder la centralisation. Et c'est exactement la centralisation qui a consacré le pouvoir de ces 3 présidents ou le pouvoir des 7 personnes ou personnages politiques influents pour qu'on arrive là où on est aujourd'hui. Je prône, pour finir, la décentralisation pour équilibrer au niveau de la mécanique des pouvoirs cette troïka. Et dissocie l'identité confessionnelle de la citoyenneté. C'est à mon tour de rebondir un peu sur le concept de laïcité, de laïcisme. Ça me rappelle un peu les études en droit que j'ai eues. Je pense que l'État, selon la Constitution, va vers le laïcisme, at-tawa'ifiyya. Le laïcisme, صحح لي زياد, هو تكريس الطوائف. Donc c'est lorsque l'État se positionne à équidistance par rapport à la religion et à toutes les croyances. Et cela se fait clairement voir dans la Constitution, par opposition à la laïcité qui est plutôt un concept français pur importé de la France. Mais je ne veux pas m'attarder là-dessus. Pour revenir à votre question, Randa, la confession sans citoyenneté fait de l'être un sujet identitaire et non pas un citoyen. C'est tout le but de ce livre. Et ce livre vient non seulement défendre la décentralisation en tant que mode de gouvernance, mais il vient aussi établir la corrélation entre l'économique et social d'un côté et la citoyenneté. Le problème avec la centralité de pouvoir, la troïka et le confessionnalisme a fait qu'il y a eu un suivisme aveugle au niveau de la politique qui a créé le clientélisme. Donc aujourd'hui, le sujet identitaire ou confessionnel va aller trouver refuge chez le zaïm parce qu'il n'a pas aucune confiance avec l'État. Il n'a aucune relation avec l'État. La relation est complètement absente parce qu'il est sujet, il n'est pas citoyen. À travers la décentralisation, il me semble, en tout cas, j'ai essayé de l'exprimer dans 300 pages, c'est un mode qui va en fait libérer ces sujets de ce rapport de clientélisme confessionnel pour les pousser à un espace commun que j'appelle la citoyenneté. Pourquoi ? Et là, on revient à l'applicabilité de la laïcité aujourd'hui avec l'environnement et l'ambiance dans laquelle on vit. Et il faut, pour que ce débat ne rencontre pas des barrières, il faut que les Libanais sortent de cette prison identitaire / clientéliste et commencent à penser comme étant des citoyens. Comment je vais les pousser à des citoyens ? C'est à travers l'accès facile aux services publics, c'est à travers les conditions qui vont leur permettre de vivre une vie digne dans leurs besoins les plus instinctifs, la nature, l'environnement, l'électricité, l'eau. Et ce sont ces conditions-là qui vont faire que les Libanais vont être libres de cette prison confessionnelle. Je ne le dis pas par négationnisme, comme si on voulait nous libérer, parce que la religion, la morale, l'identité n'est pas une prison, mais elle le devient lorsqu'elle bafoue l'espace public. Donc c'est en ce sens que la laïcité est un processus, je suis d'accord, très long, qui doit prendre beaucoup de temps et qui doit passer par une révolution en blanc au niveau du mode de gouvernance pour pousser ce sujet libanais à devenir citoyen. Hekmat Abouzed, quel est votre sentiment sur le sujet ?
sais pas par où commencer, il y a beaucoup de matière. J'ai envie de commencer par une citation de Bouddha, d'ailleurs, qui disait qu'il n'y a rien de constant si ce n'est le changement. Donc le changement est la condition ultime de l'univers, du monde, de tout le monde. Donc je pense que la révolution est venue très en retard. Moi qui est quand même, entre guillemets, révolutionnaire, dans le sens du changement constructif, bien évidemment, je rêvais de cette révolution un peu plus tôt. Bon, elle avait commencé d'une manière embryonnaire en 2015, mais il fallait attendre 2019. Une révolution, c'est 3 étapes, en fait. C'est une matière. C'est tout d'abord un diagnostic du problème, c'est une proposition, et c'est un mouvement populaire pour porter cette proposition et la traduire dans la sphère politique. Aujourd'hui, on n'en est pas là. On n'a pas le droit de parler de révolution parce qu'on n'a rien changé. La révolution, c'est lorsqu'on change. La révolution a commencé par un mouvement populaire, certes, mais il manquait de matière. Ce qu'on essaie de faire aujourd'hui dans ce débat, dans ce modeste essai, et il y en a d'autres, c'est d'organiser la matière. C'est de proposer déjà un diagnostic pour conduire les Libanais vers une solution. Comme on l'a bien dit dans le film, moi j'ai proposé 3-4 vecteurs. Un de ces vecteurs-là de solution, c'est la décentralisation, mais c'est pas le seul. Maintenant, pour revenir au sens psychologique de cette révolution, son importance réside dans plusieurs facteurs. Le premier, c'est l'ébranlement de la peur, parce qu'on est venu contester l'incontestable. On était en train de faire face à, des politiciens. Mais bon, il y a des gens qui rentrent, il y a des gens qui sortent, il y a des gens qui sont moins responsables que d'autres. Il ne faut pas aussi généraliser parce que c'est injuste. On est venu contester, le peuple est venu contester les intouchables. Ça, c'était psychologiquement une première. Deuxièmement, l'importance de cet événement, c'est qu'il était social. Il dépassait les confessions et les identités. Donc ça m'a fait penser un peu à la citoyenneté. Sehat, c'est devenu un espace commun, là où tous les gens victimes ou des banques, ou des accidents de voiture, ou de la dégradation gestionnaire de l'État, se sont rassemblés pour dire « je m'en fous qui tu es, je m'en fous d'où tu viens, je m'en fous quel Dieu tu adores. On est alignés ensemble, on n'est pas bien, il y a un problème. » Donc ce mouvement paracommunautaire est une première également. Il faut le dire. Je suis ravi de voir le passage de 13 députés au Parlement. Maintenant, est-ce que c'est la bonne loi ou pas? Ça, c'est une longue discussion. Sauf que moi, je trouve qu'il n'y a pas d'harmonie entre ces 13, malheureusement. Il n'y a pas eu un travail de diagnostic. Peut-être il y en a eu plusieurs, mais qui n'ont pas trouvé un socle commun. Donc, au niveau de la communication, c'était assez médiocre, ce qui a effectivement porté atteinte à l'efficacité, malheureusement. Je fais appel à tous les jeunes et à tous les Libanais, les prochaines élections, de changer de vote. Peut-être pas à des révolutionnaires, mais à des idées révolutionnaires, à de nouvelles figures. Il faut changer le Parlement. Aujourd'hui, on ne peut pas changer d'un coup tout le système. Si le jeu est parlementaire, il faut avoir plus de parlementaires indépendants qui viennent déposer à table une nouvelle matière intellectuelle. Voilà. Si je peux ajouter un petit détail, c'est au moment où la nomination des juges par le pouvoir politique, dès lors qu'on cesse cette nomination, on va accéder à cette indépendance. D'ici là, il y a eu une anecdote en France. Mitterrand avait combattu pour la nomination d'un juge. Ils se trouvent l'un face à l'autre indirectement et le juge lui dit « Donnez-moi, Monsieur le Président, le droit à l'ingratitude ».
Donc quand un politicien C'est Robert Badinter, le président du Conseil constitutionnel. Exactement. Lors de son discours d'investiture, c'est magnifiquement dit. Monsieur le Président, j'ai envers vous une obligation d'ingratitude. D'ingratitude, parce que je suis juge, donc je dois juger. Mais puisqu'on ne peut pas reposer sur cette moralité-là, il faut couper court avec ce processus de nomination des juges par le Conseil des ministres. Comment c'est aux législateurs de... Non, mais il y a un projet de loi, une proposition de loi au Parlement. Mon père a souri parce que c'est lui qui m'a fait sortir de prison à l'époque. La vie est un combat, mais c'est aussi... il ne faut pas se tromper, sérénité, paix et joie. Hein. Je ne fais pas du tout le combattant. Oui, fier de l'avoir été quand j'étais jeune, étudiant en droit, contre 2 occupations, israélienne et syrienne. Et à l'époque, au Liban, il fallait choisir. Bon, je n'étais pas du tout apte à choisir et je considérais que les 2 étaient des occupants. Nous étions une révolution culturelle, donc on était plutôt pour la révolution du mot face à la violence, de la paix face à la barbarie. Et on manifestait avant même l'assassinat de Hariri. On était une centaine ou 200, 300 personnes. Un homme d'État est mort et on est devenu 1 million. Donc c'est comme ça que les révolutions se font. Aujourd'hui, étant père de 3 enfants, bien évidemment, la méthode change, le risque change de notion. Écrire est un acte de résistance. Et j'ai écrit parce que c'est une redevance à ma nation, c'est une obligation, c'est un devoir à l'égard de mes enfants, à l'égard de tous les enfants et surtout à l'égard de toutes ces familles qui souffrent et qui sont victimes de ce déclin sans précédent. On vit une crise historique incomparable. Depuis les années 1870, il n'y a jamais eu une crise aussi aiguë et intense dans l'histoire de l'humanité. Donc voilà, je suis toujours résistant, c'est la méthode qui change, voilà, pour être très, très sommaire. Alors on me dit que